Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois deux intervenants, Julie Escurignan et François Allard. Bonjour. 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 Alors, je vais d'abord présenter Julie qui est déjà intervenue dans notre podcast pour parler des fans de Game of Thrones. Donc Julie, vous êtes enseignant-chercheur en communication à l'Université de Sorbonne Paris-Nord. Vous détenez un doctorat en communication et médias de l'Université de Roehampton à Londres et un master de communication du CELSA Sorbonne Université. Vous avez conduit de nombreux projets de recherche sur les séries télé à l'Université du Texas à Austin et à l'Université de Nordland en Norvège. Vous avez travaillé pour NBC Universal International à Londres. Vos travaux de recherche se centrent sur les fans des séries télé et plus particulièrement sur l'expérience des fans transnationaux et sur les pratiques matérielles de fans. Votre thèse traite de l'expérience transmédiatique sur les fans transnationaux de Game of Thrones et vous êtes l'auteur de nombreux chapitres de livres et de séries à succès tels que Game of Thrones, on l'a déjà dit, et Black Mirror qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, vous êtes avec François Allard-Huvert qui est maître de conférences en communication stratégique et numérique à l'Université de Lorraine-Nancy, ainsi que co-responsable de l'équipe de recherche Praxis au sein du Centre de recherche sur les médiations CREM. Dans un environnement médiatique changeant, ces travaux concernent la question de disponibilité de participation, les controverses, la transparence et les fake news. Il travaille également sur les rapports entre surveillance, biopouvoir et technologie de l'information et de la communication au prisme des œuvres de fiction, notamment des séries Netflix, Black Mirror, qui nous intéressent aujourd'hui. Pour plus d'informations, bien sûr, j'ai mis les CV sur notre site internet histoireensérie.com. Alors, vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, on va évoquer ensemble la série Black Mirror. Alors, j'aurais aimé tous les deux que vous me disiez déjà, que vous reveniez un petit peu sur ce qu'est cette série Black Mirror et finalement, qu'est-ce que c'est ce phénomène qui a marqué l'univers sériel? Alors, Black Mirror, c'est une série télévisée britannique créée par Charlie Brooker et qui a été diffusée tout d'abord en Angleterre sur Channel 4 entre 2011 et 2014. Puis, face au succès de la série, elle a été notamment à partir de 2016 produite par Netflix. C'est pourquoi il est possible de retrouver les épisodes de Black Mirror aujourd'hui sur Netflix. Black Mirror, c'est en effet 5 saisons, donc 5 saisons de série et en 2018 un film qui a été remarqué, qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Bandersnatch. Et Bandersnatch, il a apporté quelque chose de nouveau dans le sens où c'était un film où c'était un petit peu comme les livres Créez votre histoire, c'est-à-dire vous aviez un certain nombre de choix qui vous permettaient de créer votre film et qui a apporté quand même un apport technologique qui était tout nouveau pour Netflix, même si le film en lui-même n'a pas été reconnu pour ses qualités cinématographiques, si je puis dire. Donc, Black Mirror, c'est une série particulièrement intéressante et particulièrement moderne, dans le sens où elle interroge notre relation, la relation de nos sociétés aux technologies, aux écrans, toutes les technologies actuelles. Et c'est d'ailleurs le sens du titre Black Mirror, puisque Black Mirror, ce sont les écrans noirs qui font référence aux écrans qui nous entourent. Si vous regardez votre ordinateur, votre téléphone, votre télévision, ce sont des écrans noirs. Et donc, c'est vraiment la face noire, la face cachée, la face dangereuse des technologies actuelles. Effectivement, Black Mirror, c'est une série c'est un ensemble de différentes saisons qui tournent autour des technologies, technologies numériques, technologies de la communication, technologies un petit peu futuristes pour certaines, mais toujours traitées de manière dystopique.
avec un angle un petit peu particulier, assez noir hein, par ailleurs. Ce questionnement un petit peu dystopique nous amène à nous interroger nous-mêmes dans notre rapport aux technologies, aux outils qui nous entourent, aux écrans en particulier. Et il y a toujours une forme de réflexivité dans Black Mirror. C'est aussi le sens hein, du titre. Hein. C'est un miroir noir, c'est un miroir qui nous renvoie nous-mêmes à notre rapport et aux technologies et aux objets qui nous entourent, et plus particulièrement aux écrans. Alors, j'aurais aimé savoir en premier peut-être pourquoi tous les deux vous avez fait ce choix de venir nous présenter ici Black Mirror. On va le voir au fur et à mesure. Hein. C'est une série qui véritablement nous amène à nous questionner sur, vous l'avez dit François à l'instant, sur le rapport que l'on peut avoir avec les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur votre choix? Alors, c'est un choix qui s'est fait au prisme de travaux qu'on peut mener par ailleurs en sciences de l'information et de la communication sur comment est-ce que l'évolution de l'environnement médiatique aujourd'hui, comment est-ce que l'évolution des technologies numériques et des technologies en général influence notre manière d'être lié aux autres, influence notre manière de consommer de l'information, influence notre manière de vivre. Et c'est cette transformation, un petit peu cette grande conversion culturelle qu'on a eue au numérique, elle a des conséquences sur plein de domaines particuliers. Et ce qui est intéressant avec Black Mirror, c'est que justement, au travers de la fiction, cette série va questionner plusieurs domaines. Elle peut questionner le rapport aux autres, le rapport au crime, le rapport à la célébrité, le rapport aux relations amoureuses, plein de domaines en fait qui sont affectés aujourd'hui par les technologies numériques et que Black Mirror explore à son tour en poussant un petit peu je dirais pas le bouchon trop loin, mais en poussant la technologie dans ses évolutions les plus complexes et parfois les plus perverses aussi qu'on peut retrouver. Et puis d'un point de vue un petit peu plus personnel, pourquoi Black Mirror? Je vous dirais que c'est parce qu'on a, François et moi, regardé ensemble Nosedive, dont on va parler un petit peu plus tard dans cette émission avec vous, l'épisode Nosedive de Black Mirror. C'est un épisode, on le verra, qui aborde la question de la notation. Qu'est-ce qui arrive quand on ne note plus seulement des services, des professionnels, mais qu'on commence à se noter les uns les autres. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment questionné, c'est-à-dire que on pouvait en faire un lien assez personnel. On a trouvé que c'était notre porte d'entrée ça a été sur notre porte d'entrée sur Black Mirror, et ça nous a vraiment questionné sur, on est vraiment un pas, on le verra, de cette notation des citoyens. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce que cela dit sur nos sociétés? Qu'est-ce qui se passerait si cela arrivait vraiment? Et c'est un des épisodes qui, à notre sens, est un des plus proches de ce qui pourrait se passer aujourd'hui. On le verra, ça arrive déjà en partie. Et quand on l'utilise notamment dans le cadre pédagogique, c'est un épisode qui parle beaucoup aux étudiants, puisque ces technologies et ce rapport aux étoiles, à mettre un certain nombre d'étoiles, à juger, à noter, c'est quelque chose qui est vraiment dans leur vie quotidienne. Et donc, c'est vraiment un épisode qui touche. Parce qu'il est très très proche de nous. On n'est pas sûr, on verra d'autres épisodes, mais certains épisodes comme par exemple USS Callister ou San Junipero, où ce sont des épisodes où on est dans dans un métaverse, si je puis dire, qui n'existe pas encore. Là, on est vraiment sur des épisodes très proches de nous et ça a vraiment été le début de notre réflexion sur les dérives des technologies et comment on peut les analyser d'un point de vue universitaire. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de numérique, on va parler de technologie, mais justement, peut-être commencer ici, François et Julie, à rentrer plus en détail dans les différentes thématiques qui sont abordées par cette série. Alors, il y en a un certain nombre, hein, j'en ai évoqué quelques-unes. Il y en a certaines qui sont liées à la mémoire,
Par exemple, The Entire History of You, qui est un épisode où on insère des puces mémorielles dans les personnes qui leur permettent de se souvenir de l'ensemble de leur vie à tout moment, de regarder leur moment de vie. Dans la saison 2, on a Be Right Back sur des clones. On a effectivement des éléments liés aux avatars numériques qu'on retrouve assez souvent. On peut avoir, comme le disait Julie, des explorations de ce que pourrait être un métaverse, des questionnements sur l'identité personnelle, des questionnements sur l'identité sexuelle aussi, au travers de jeux vidéo, des questionnements aussi sur notre rapport à la prison, à la manière dont dans nos sociétés, regarde le crime. Donc, il y a beaucoup de questions aussi sur ce qui sont les réseaux sociaux, même si on nomme jamais les réseaux sociaux en tant que tels, on retrouve toute forme de rapport aux réseaux sociaux numériques dans Black Mirror. Mais le point commun, c'est vraiment toujours cet ancrage technologique, c'est-à-dire que c'est une série qui aborde tout un tas de sujets liés à la condition d'être humain à partir du 21e siècle. Et au-delà, mais c'est toujours via le prisme des technologies, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si on implantait vraiment des puces dans le cerveau des gens, qu'est-ce qui se passerait si on se mettait à noter les gens, qu'est-ce qui se passerait si on crée vraiment ce métaverse dans une vision beaucoup plus noire encore que par exemple Ready Player One. C'est-à-dire, on serait dans une vision dans Black Mirror qui est toujours le pire de ce qui pourrait arriver si ces technologies, si on les poussait vraiment jusqu'au bout. Et ce qui nous pose la question de est-ce qu'on doit vraiment les pousser jusqu'au bout? Est-ce qu'on doit vraiment créer un métaverse dans lequel on va faire vivre les gens? Est-ce que c'est vraiment une fin en soi qui nous serait vraiment bénéfique? Et c'est l'intérêt de cette série, elle aborde tout un éventail de thèmes, mais le thème principal, ça reste toujours notre relation à la technologie, notre relation aux médias, et le spoiler, la réponse, c'est toujours ça nous ferait pas de mal de nous déconnecter un peu, et potentiellement c'est ce qui sauve les personnages, c'est parfois se reconnecter à la vie sans technologie. Alors, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de dystopie, hein, cette idée en fait qu'une série va ici présenter un monde qui est un monde d'anticipation, qui va nous faire poser un certain nombre de questions là-dessus intéressantes. Et je voudrais revenir, Julie, sur ce que vous venez d'aborder à l'instant, c'est-à-dire justement comment Black Mirror nous montre quelles sont les dérives technologiques auxquelles notre société peut avoir affaire. C'est toujours très intéressant de voir ça parce que, ça, vous l'avez dit, ça permet de nous questionner et de regarder à travers la série comment on peut voir notre société actuelle et comment elle pourrait devenir si effectivement, on va le voir par la suite, on n'encadre pas les éventuelles dérives technologiques qu'il peut y avoir. Alors, on a tout un tas de dérives technologiques qui sont abordées dans Black Mirror. Je vais vous en citer quelques-unes qui nous ont touchés, mais après, j'invite nos auditeurs à aller voir par eux-mêmes parce qu'on n'est pas touché par les mêmes épisodes et ils sont tous très différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que Black Mirror, c'est pas une série qui va reprendre des personnages avec un fil conducteur, c'est vraiment des épisodes en stand-alone sur des personnages, des histoires qui se finissent à la fin de l'épisode. Donc, c'est vraiment une bulle cinématographique complète par épisode. Et donc, ils sont tous relativement noirs et sur des dérives technologiques, mais tous très différents. On en a donc un certain nombre. Donc, Nosedive, j'en ai parlé. On va revenir dessus sur la notation appliquée à tout le monde, c'est-à-dire si on se note les uns les autres. Mais on a aussi, par exemple, dans la saison 1, l'épisode 15 million merits, 15 millions de mérites, où vous avez des travailleurs qui sont enchaînés à des vélos et qui regardent des vidéos en continu. Et ces vidéos-là ont pour but de les distraire pendant qu'ils pédalent et qu'ils créent de l'énergie. Et on est poussé à cette énergie-là, les tue, les épuise.
et on utilise la télévision comme moyen d'exploiter les hommes à ce niveau-là. On a bien entendu toutes les questions des puces qui permettent par exemple de se souvenir du passé ou des puces qui contrôlent le comportement, qui enlèvent par exemple les aspects de violence, ce genre de choses. Et donc toutes les questions de est-ce qu'on doit supprimer une partie de la nature de l'être humain. On a souvent le rapport avec le robot qui va être humanisé ou la technologie qui va être humanisée et qui va venir aux yeux des humains remplacer par souvent un défunt. Ou au contraire, des gens vivants qui vont aller dans un métaverse et qui vont vivre leur meilleure vie dans le métaverse et qui vont rester dedans. Donc on a toujours ce rapport-là au rapport avec la mort souvent. Comment est-ce on continue à faire vivre les gens et comment soi-même on continue à vivre au-delà de la date d'expiration de notre corps, si je puis dire. Sur les technologies, ce qui est intéressant, par exemple, sur l'épisode 15 Million Merits, c'est que à chaque fois, il y a aussi une critique du système médiatique actuel. Ces travailleurs qui sont enchaînés à des vélos, en fait, on leur force à regarder de la télé-réalité de très mauvaise qualité ou d'être sur des espèces de réseaux sociaux où il n'y a plus moyen d'échapper à la publicité constante. Et en même temps, chaque personne qui essaye d'échapper un peu à ce système, on redevient de nouveau captive ou alors se fait de manière cynique un nouveau porte-parole de la critique du système. Donc, mais exploité par le système. Donc, il y a un peu une critique de l'omniprésence des réseaux sociaux numériques et de leur influence. Julie l'évoquait sur les clones, il y a une question sur les avatars, en fait, que ce soit des avatars numériques ou que ce soit des avatars, je dirais, physiques, technologiques, que ce soit des clones des robots ou que ce soit des avatars effectivement virtuels, avec toute cette question de qu'est-ce que c'est que notre identité quand on la projette au travers d'un support numérique, qu'est-ce que c'est que notre identité quand quand on vit une vie dans des simulations, avec un épisode par exemple USS Callister où on retrouve une personne qui utilise le profil génétique des gens pour créer des doubles virtuels dans un jeu où il se met en scène comme un chef d'un espèce de vaisseau Star Trek, mais un héros tyrannique vis-à-vis de son équipe. Et pour ça, il a emprisonné les personnalités des employés qui travaillent avec lui dans sa société, mais dans une société dans laquelle lui-même est effacé, un petit peu distant. Donc, une espèce de meilleure vie que je pourrais vivre, mais en même temps qui se transforme très vite en tyrannie numérique sur les autres. Donc, une critique là aussi de notre rapport à la technologie et des avatars numériques. Et ce qui est particulièrement intéressant dans la dernière saison de Black Mirror, dans la 5e saison, c'est le dernier épisode fait intervenir une célébrité. Donc, on a un certain nombre d'acteurs plus ou moins connus dans la série, mais le dernier épisode de la saison, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est Rachel, Jack et Ashley-To. Et dans le rôle de la célébrité, c'est Miley Cyrus, la chanteuse, qui joue à la fois la célébrité et aussi c'est toute une question autour de la célébrité qui est pour le coup prise aussi dans un emprisonnement. Donc on va en parler plus tard, mais elle est vraiment prisonnière du système médiatique et des gens autour d'elle qui veulent faire de l'argent et profiter de ce système-là, qui veulent qu'elle continue sur sa lancée et pas qu'elle évolue, elle, en tant que personne ou qu'artiste, avec, pour le coup, une dérive technologique qui est un assistant personnel qui a elle-même qui est une copie, si je puis dire, une copie de la personne, de la star, et qui permet donc à la star qui aide la star à se libérer,
puisque l'avatar, le robot, si je puis dire, va aider sa sœur humaine à sortir de l'emprisonnement médiatique dans lequel elle est. Et donc là, on a vraiment toute une critique des industries créatives et culturelles avec une star qui dénonce ce système-là en jouant dans Black Mirror. Et c'est quelque chose, un épisode qui a beaucoup fait parler de lui parce que Netflix a réussi à faire un épisode d'une série de Black Mirror avec une célébrité qui critique ce système-là. Et en soi, c'est un épisode extrêmement intéressant dans une série qui elle-même est intéressante dans sa critique des technologies et des médias et de nos rapports aux différents réseaux socio-numériques. Vous avez intitulé tous les deux d'ailleurs une thématique en préparant cette émission. Vous avez dit que finalement aujourd'hui il y a une sorte de mariage entre la technologie et la société et ce serait un mariage, on ne dirait pas pour le meilleur et pour le pire, mais ici ça serait vraiment pour le meilleur et pour le pire dans le sens où finalement c'est quelque chose qui pourrait tourner autour du malheur des gens. C'est changer cette idée de meilleur en malheur. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On est vraiment, alors, on est dans un mariage vraiment pour le malheur et pour le pire. Dans les épisodes, on voit toujours au début une perspective où les gens sont heureux de l'emprisonnement technologique dans lequel ils sont. Et on peut voir sur le moment certains des points positifs. Si vous regardez, le fait de se noter les uns les autres, c'est censé, sur le principe, pousser tout le monde à mieux se comporter. Mais ça, c'est la réflexion que vous avez pendant les 3 premières secondes de l'épisode avant de voir toute la complexité qu'il y a derrière et surtout tout le négatif. Le négatif, c'est vraiment souvent le malheur des personnages, puisque au bout d'un moment, ce système se retourne contre eux. Ils se retrouvent emprisonnés, malheureux dans ce système, et c'est un système qui est vraiment ce qu'il y a de pire pour la société, puisque on se rend souvent compte que ce sont des sociétés où on va perdre une partie de notre liberté, que ce soit une partie de nous-mêmes, une partie de notre liberté à oublier, de tout ce qu'on a, nous, ce qui nous fait en tant qu'humains dans les sociétés actuelles. On perd toujours une partie de liberté avec la technologie, qui, sur le principe, était là pour nous assister, nous libérer ou nous donner plus d'accès. Et on se rend compte que tout ce qu'on nous donne en plus, on nous le reprend d'une autre main. C'est une version très poussée de ce qu'on appelle aujourd'hui le FOMO, le Fear of Missing Out. Vous êtes heureux de pouvoir être en lien constant avec vos amis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours discuter avec eux. Vous pouvez voir tout ce qui se passe. Et en même temps, le côté négatif, c'est que chez certaines personnes, vous développez cette peur de passer à côté de l'information, de rater quelque chose, qui fait que vous allez être collé à votre téléphone au lieu de regarder le beau ciel bleu qu'il y a ou ce qui se passe autour de vous, ou même regarder souvent une célébrité, un concert. Vous ne les regardez plus à travers vos yeux, vous les regardez, la plupart des gens, si vous regardez, les regardent à travers leur téléphone. On met le téléphone devant soi, on regarde à travers l'écran toujours. Et c'est toujours une version poussée de ce début de dérive qu'on voit aujourd'hui. En fait, on retrouve dans Black Mirror une version exacerbée de ce qu'on pourrait appeler le solutionnisme technologique. L'idée que quand on a un problème dans la société, on va trouver une application, on va trouver une app ou un outil technologique pour résoudre ce problème. Mais tous les chercheurs sur le sujet vous diront que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, si on essaie de le faire en numérique, ça va marcher encore moins bien. Il faut d'abord trouver la solution et essayer de voir si l'outil technologique ou numérique peut apporter une aide. Mais là, on est vraiment dans une critique du solutionnisme numérique. Lorsque vous avez un épisode sur les puces mémorielles, on se dit c'est super, on va se permettre aux gens de se souvenir de toute leur vie, mais en fait, on oublie qu'une grande partie de notre processus de mémoire, nous, en tant qu'être humain, c'est d'oublier. Donc, on oublie les mauvaises choses, une partie des mauvaises choses, et on se souvient des bonnes, ce qui fait qu'on arrive à garder que une relation qui est construite non pas simplement sur du ressentiment et des regrets, mais sur
l'idée qu'on a dépassé ces moments négatifs pour aller vers le positif. Là, la technologie, elle devient tout d'un coup négative. Pareil, lorsque vous avez une application de rencontre, ce serait pour lutter contre la solitude. Et en fait, finalement, on se rend compte que l'application emprisonne les gens dans des rapports définis par des algorithmes et non plus des rapports qui pourraient construire au hasard, au gré des rencontres et en se laissant porter au-delà de ce que l'application vous donne, vous force à voir et vous contraint de respecter. Donc, à chaque fois, il y a une critique de ce solutionnisme technologique auquel nos sociétés ont tendance un petit peu à se soumettre. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion d'emprisonnement médiatique et j'aimerais qu'on y revienne à travers cet épisode avec Miley Cyrus. C'est intéressant parce que ici, on peut aborder un certain nombre de choses vues à travers d'ailleurs une star qui elle-même, vous l'avez dit, critique le système. Et pour parler de ça, vous avez évoqué tous les deux une notion importante qui est la notion de panopticon digital. J'aimerais que vous développiez autour de ça. Alors, sur cette notion de panopticon, en fait, on revient sur les travaux de Michel Foucault, et notamment dans Surveiller et punir, mais aussi dans d'autres de ses œuvres, où il a exploré le principe du panoptique. Alors, le principe du panoptique, c'est une théorie développée par Jeremy Bentham, qui est un philosophe anglais, qui proposait de créer une prison où on pouvait avoir un gardien qui surveillerait tout le temps les prisonniers sans qu'ils sachent jamais qu'ils soient surveillés et que parce qu'ils sont dans cette peur constante d'être surveillés, dans l'idée qu'ils sont surveillés tout le temps, mais ils se comporteraient mieux. Et en fait, Michel Foucault va explorer ça en disant que dans nos sociétés, on a développé plein de systèmes pour surveiller les gens, pour les mettre sous contrôle. Et ce faisant, on essaye d'imposer des comportements. Donc, dans Black Mirror, ce qui est intéressant, c'est que cette surveillance, elle n'est pas toujours déléguée à un pouvoir, à un gouvernement, mais en fait, on se rend compte qu'elle est déléguée à chacun d'entre nous. Et ça, c'est le principe de l'interveillance, c'est-à-dire qu'on se surveille les uns les autres, on se Google Eyes, on va suivre les autres sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on va essayer de décrypter leur vie, et on est en fait dans une forme de surveillance constante, dans un panopticon numérique et digital dans lequel les individus n'arrêtent pas de se regarder, de se surveiller, et en fait de se mettre en scène face à ces systèmes de surveillance qui les emprisonnent de plus en plus, sous prétexte au départ de les protéger, de les libérer, ou dans certains cas, voire de les punir pour les crimes qu'ils auraient pu commettre. Il y a un épisode comme ça qui s'appelle White Bear, qui est intéressant, où on est dans une espèce on retrouve une femme qui se fait torturer, on la suit, puis on voit plein de personnes qui sont témoins de ces tortures et du moment où elle est attaquée, insultée, et il filme, il regarde de manière un petit peu comme du voyeurisme. On ne comprend pas trop ce qui se passe jusqu'à ce qu'en fait, on découvre que cette femme, elle revit un crime qu'elle a elle-même commis, mais que sa mémoire à chaque fois est effacée. Et elle est contrainte à chaque fois de revivre sous le regard des gens son crime et d'être torturé un petit peu dans ce qui devient un parc d'attractions. Et là, on a vraiment le panoptique dans sa version la plus perverse possible. C'est la prison devenue parc d'attractions où on punit les gens de manière constante. Dans le cadre, en effet, de toutes les notions d'emprisonnement, donc on a cet épisode dont j'ai parlé avec Miley Cyrus qui est moins sur de l'emprisonnement, enfin, c'est moins visible, mais en effet, c'est un emprisonnement médiatique. La star est prise dans un système duquel elle ne peut pas sortir et qui n'est pas toujours visible, et on l'a déjà vu, il y a plusieurs séries, plusieurs films qui dénoncent ces systèmes du divertissement, ces systèmes médiatiques dans lesquels les stars sont prises au piège, dans lesquels elles ne peuvent pas sortir. Et c'est une certaine réalité, mais là qui est poussée.
Et on a notamment comme excellent épisode de Black Mirror à ce sujet-là, l'épisode Black Museum de la saison 4. Et l'épisode Black Museum, il est intéressant parce que il se situe dans un musée des horreurs et ce musée-là, en fait, c'est un musée avec un certain nombre d'éléments qui proviennent d'anciens épisodes de Black Mirror. Donc, c'est un homme qui tient un musée, vous rentrez dans ce musée et c'est le musée de Black Mirror. Il y a tout un tas d'éléments qui vous rappellent des épisodes que vous avez déjà vus. Et un de ces épisodes, un de ces éléments dans Black Museum, c'est notamment une copie digitale, enfin une copie numérique d'une personne qui est condamnée à mort. Et quand vous allez dans le musée, vous appuyez sur un bouton et vous le voyez mourir. Et vous le tuez à chaque fois un petit peu. Vous continuez de le faire souffrir et de le tuer. Et de le punir. Et c'est vraiment une prison dont il ne peut pas sortir. Il est cette partie de lui, cette partie d'âme, si je puis dire, on a toujours la question sur les copies numériques. Est-ce que ce n'est que du digital ou est-ce qu'il y a une partie de ce que nous sommes? Est-ce qu'il y a une partie d'humain? Est-ce qu'il y a une partie d'âme? Et cette partie-là de la personne, elle continue à souffrir, elle continue à mourir. Et la technologie ne la laisse pas, laisse pas trouver la paix, ne la laisse pas mourir. Et en soi, c'est intéressant parce que dans notre volonté, dans la volonté humaine qu'il y a dans Black Mirror de punir, puisqu'on a toujours cette idée de punir les gens qui vont mal se comporter, la technologie et surtout les humains qui utilisent cette technologie sont ceux qui déshumanisent le plus. Ce sont ceux qui vraiment font souffrir sans fin et qui ne laissent pas les gens avoir un droit à l'erreur, un droit à la mort, un droit au pardon, en fait. Et cette technologie-là, elle nous punit constamment, elle nous interdit la moindre erreur, elle nous pardonne jamais et elle nous pardonne rien. Et je pense que c'est un des éléments qui rendent la série extrêmement difficile. C'est une prison où tout le monde nous regarde et c'est une prison dont on ne peut pas se sortir. Dans l'histoire en série, on parle souvent de comment les séries nous permettent de nous interroger sur la réalité, comment elles sont aussi le reflet d'une certaine réalité. Alors j'aimerais qu'on aborde dans cette dernière partie de l'émission l'épisode que vous avez évoqué à l'introduction, Nosedive, et qu'on aborde dedans les rapports qu'on peut avoir, notamment en Chine, par rapport à, vous l'avez dit, cette classification, cette notation des gens. Mais d'abord, peut-être revenir plus en détail pour celles et ceux qui n'auraient pas vu cet épisode. Qu'est-ce qu'il y a dedans et de quoi ça parle clairement? Alors, Nosedive, c'est un épisode fascinant. Nous, on en est fans, c'est très clair. Et dans Nosedive, vous suivez une jeune femme bien sous tout rapport, mignonne comme tout, qui a un bon petit travail et qui a une bonne petite note sociale. Et vous vous rendez compte que dans cet épisode-là, tout le monde est noté. Donc, vous êtes noté sur votre comportement. Vous allez, par exemple, à la boulangerie chercher du pain et la manière dont vous vous comportez fait que la boulangère va vous noter. Vous allez noter la boulangère. Vous allez noter les gens autour de vous s'ils se comportent mal ou s'ils se comportent bien ou si vous ne les aimez pas. Enfin, tout ce genre de choses fait qu'on se note tous les uns les autres. Vous avez votre téléphone et vous notez les gens autour de vous. Vous notez dans le cadre professionnel et dans le cadre personnel. Et bien entendu, la note que vous avez, elle vous permet d'avoir accès ou pas à des choses dans le monde réel, dans la société. Vous imaginez bien, plus votre note est haute, plus vous allez avoir accès à un éventail de services. Vous allez être prioritaire dans la location de voitures ou l'achat de billets, vous allez être surclassé, vous allez être bien traité.
vous allez aussi avoir un meilleur travail et donc plus de revenus. Et plus vous allez monter l'échelle sociale, plus les gens vont essayer d'être proches de vous parce que plus vous êtes proche de gens qui sont en haut dans l'échelle de notation, plus vous avez de chances qu'ils vous tirent vers le haut. Donc, c'est un système à ce niveau-là où les gens qui sont au bas de l'échelle ont de plus en plus de mal à la remonter puisque les a priori sont négatifs. Vous rencontrez une personne, vous voyez qu'elle a 2 sur 5, vous avez un a priori négatif. Et cet épisode-là, il suit la dégringolade de notation de cette jeune femme qui commence avec une note pas très haute mais très, très bonne, une note qui est vraiment très proche d'être vraiment haute. Elle est vraiment... si on devait l'appliquer, je dirais qu'elle est sans doute CSP+. Son frère est en dessous, mais son frère ne vit pas dans ce système-là, il se fiche de sa note, il est avec de vrais amis. Elle cherche vraiment à avoir la note la plus haute possible, elle essaie d'être parfaite tout le temps. Et puis, il y a un petit grain de sable qui se met dans l'engrenage, et patatras, tout dégringole, sa note dégringole et elle tombe. Et on voit vraiment sa déchéance dans la société. Et en ça, c'est un épisode extrêmement intéressant sur la manière dont les réseaux sociaux peuvent extrêmement vite se retourner contre vous et faire de votre parfaite petite vie un enfer tout aussi parfait. Donc ça, je pense qu'avec ça, on a une vision, voilà, une vision pour nos auditeurs du contexte de l'épisode Nosedive. Alors, cet épisode, il est intéressant également parce qu'en fait, il va nous permettre de regarder ce qu'on appellerait la quantification de soi. C'est l'idée qu'on se définit par le prisme de plus en plus au travers des réseaux sociaux numériques et nos rapports aux technologies. On se définit que par des chiffres. Les notes que j'ai, les notes que je donne, les notes que je reçois, le nombre d'interactions que j'ai. Toute interaction sociale est devenue en fait une forme de mise en scène de soi qu'on va quantifier, qu'on va noter, évaluer. Donc, il y a une critique très, très forte dans cet épisode de ce qui se passe à ce moment-là. Et il y a aussi une critique d'une mise en scène de soi constante et d'une forme d'insincérité des relations avec les autres. Puisqu'on n'arrête pas de se noter tout le temps et que tout le monde vous note, en fait, vous n'êtes jamais sincère avec les autres, vous êtes tout le temps en train d'essayer d'obtenir la meilleure note et chaque relation devient une relation utile qui peut vous permettre d'avoir une note. C'est un peu ça le cœur de l'épisode, c'est une personne cette jeune fille, elle essaye d'améliorer constamment sa note pour avoir des meilleurs services, des meilleures prestations, tout ce qu'elle peut obtenir, un meilleur travail, avec cette note qui serait meilleure. Et pour ça, elle reste proche d'une personne qui est totalement négative et toxique pour elle. Et tout ça dans une course à la note, à la meilleure note possible et à obtenir 5 étoiles partout, tout le monde, tout le temps. Et bien sûr, effectivement, arrive le moment de la dégringolade qui est causée un petit peu par une engueulade avec son frère. Et ensuite, le moment où elle va peu à peu dire ce qu'elle pense. Et bien, chaque fois qu'elle dit un petit peu ce qu'elle pense, les gens la notent négativement et elle tombe très vite à un niveau très, très bas. Jusqu'à perdre même le droit de noter les autres, de perdre ce statut un petit peu social particulier. Tout ça, c'est la critique qu'on retrouve dans cet épisode-là. Et donc, du coup, cet épisode-là, quelque part, comment est-ce qu'aujourd'hui, on a une sorte d'application, si on pourrait dire, de ce système de notation, notamment en Chine? Alors, on a une application. On commence à avoir une application de Nosedive dans le système chinois via le système du crédit social. Donc, quand Nosedive est sorti, on commençait un petit peu à en parler, en Chine, mais ça s'est vraiment mis en application en Chine après la sortie de l'épisode, et c'est ce qui a permis de faire le lien.
entre cet épisode qui était censé être une dystopie et puis la réalité dans une société. Et en Chine, on a ce système, alors on a des essais de système de crédit social qui a été mis en place. Alors je crois qu'ils ont commencé à en parler vers 2014 et c'est en phase de test depuis 2018, mais régulièrement on en parle dans les médias et on parle de plus en plus de la manière dont ce système de crédit social va limiter certains accès aux citoyens chinois, c'est-à-dire que vous savez, la Chine, je pense que j'apprends rien à personne quand je dis que la Chine est un système aujourd'hui où les citoyens sont surveillés, il y a des caméras partout, les réseaux sociaux sont surveillés. Et donc, vous êtes un citoyen chinois et vous traversez en dehors des clous, et là je parle littéralement, vous pouvez perdre une partie de certains points de crédit social. Et plus vous baissez dans le crédit, moins vous allez notamment pouvoir voyager. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces Chinois qui n'ont pas un crédit social assez haut pour pouvoir s'acheter des billets d'avion, par exemple. Donc, c'est un système où, en effet, la notation des citoyens sur leur comportement et sur ce qu'on juge étant un comportement approprié, juste bon pour la société, ce comportement-là ou des écarts de comportement vont avoir une influence tangible sur ce que ces citoyens vont pouvoir faire dans leur vie. Et on voit à partir de là toutes les dérives qu'on peut avoir sur des sociétés qui ne vont pas être démocratiques, c'est-à-dire que c'est très facile ensuite de dire que telle personne n'a pas eu le bon comportement et donc utiliser cette excuse-là pour l'enfermer sur une zone géographique, par exemple, pour l'empêcher d'accéder à la propriété, d'avoir des crédits. Vous voyez très vite où la dérive peut aller. Et en Chine, on a vraiment le début. Alors, on n'est pas sur un système comme Nosedive, encore où les gens se notent les uns les autres. Là, pour l'instant, c'est une notation plutôt, je dirais, systémique envers les citoyens. Mais c'est déjà un premier pas, une certaine vision d'une partie de Nosedive dans le monde réel. Qu'est-ce qui se passe quand on commence vraiment à noter les gens et à partir de là, à limiter leurs accès à des services dans le monde du quotidien. Et on retrouve dans ce système de notation sociale un petit peu des choses qu'on retrouve dans Nosedive, c'est-à-dire il y a une forme aussi de panopticon dans la mesure où il est fréquent de voir diffuser sur les écrans dans les lieux publics en Chine les personnes justement qui ont traversé en dehors des clous, les personnes qui ont eu des comportements qui sont jugés comme trop polluants ou asociaux suivant les normes du régime chinois. Donc en fait, on va avoir une forme de bouc émissaire ou de public shaming, désolé pour l'anglicisme, où on va se retrouver à la vue de tout le monde suite à des erreurs qu'on aurait pu faire. Et tout ça sous la forme d'un système de contrôle. Donc on retrouve bien là Nosedive avec l'idée que en fait, votre profil sur les réseaux devient votre identité et en même temps devient quelque chose qui peut vous limiter vos libertés, et là, pour le coup, vos libertés de déplacement, de mouvement, vos libertés personnelles, au travers justement de l'avatar et de la surveillance numérique qui est exercée sur vous. Et alors, je fais un petit parallèle là vers la bande dessinée. Alors, pour celles et ceux qui aiment la bande dessinée, je vous recommande d'aller lire SOS Bonheur de Van Hamme, qui est une vieille bande dessinée des années 80, qui questionne bien en avance ces formes de surveillance sociale mises en place, sous prétexte toujours d'assurer le bonheur des citoyens. Et c'est un petit peu ça qu'on retrouve dans Nosedive, c'est que tout est fait pour le bonheur des gens. On présente cette société comme… Alors, c'est très intéressant parce que d'un point de vue graphique, tout est pastel, il n'y a pas de couleur agressive, il n'y a pas un mot plus haut que les uns que les autres. Et en fait, c'est une société de faux semblants qui garde dans une espèce de bulle les individus et qui, en fait, les contrôle au travers des réseaux sociaux numériques.
Et puis, c'est aussi une société, il faut l'ajouter, c'est une société qui est en défaveur des minorités. C'est une société fondamentalement raciste, où on voit que des gens de couleur sont notamment souvent aux échelles les plus basses de la société. Le fait de se noter les uns les autres va bénéficier encore une fois aux populations qu'on appellerait WASP aux États-Unis, c'est-à-dire aux gens, aux blancs essentiellement, à contrario des personnes de couleur notamment et de toutes les personnes qui auraient une quelconque différence. Donc, c'est toujours la norme physique, la norme dans le comportement, la norme dans la façon de penser, dans la façon de parler. Et c'est une norme qui est imposée à tous. François et Julie, on en arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait finalement retenir? Qu'est-ce que nos auditeurs pourraient retenir autour de cette série Black Mirror? Alors, Black Mirror, c'est une très bonne série pour celles et ceux qui s'interrogent sur leur rapport au monde et aux technologies. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'épisodes qui ont un détour très négatif et qui sont très dystopiques. Il y en a quand même quelques-uns qui sont parfois un petit peu aigre-doux ou qui nous amènent à revoir les possibilités qu'il y a de se libérer de l'emprise des dérives technologiques. Donc, c'est une bonne manière de s'interroger sur son rapport au miroir noir, aux écrans, mais c'est aussi une bonne manière d'essayer d'explorer ensemble, au travers du prisme de la fiction, les moyens qu'on a en tant que société, en tant qu'humain, en tant qu'utilisateur des technologies, de trouver des pistes différentes où la technologie ne deviendrait pas un substitut ou une manière de régler les problèmes, mais plutôt une aide, mais limitée dans ses capacités et qui ne doit pas devenir le prisme unique de la manière dont on interagit avec les autres et dont on se questionne ou dont on interagit avec le monde. Et en effet, Black Mirror, c'est une suite d'épisodes assez sombres, puisqu'ils sont sombres parce qu'ils sont proches de nous et parce qu'on peut s'identifier à ce qui pourrait se passer. Mais ce sont des épisodes avec en effet souvent des lueurs d'espoir. Un certain nombre de possibilités de libération de ces emprisonnements technologiques. Par exemple, notamment, on parlait de Nosedive. Le fait de dégringoler apporte à la jeune femme en question une liberté. Elle se rend compte de la liberté qu'elle retrouve à ne plus avoir à être en paraître permanent. Je pense que c'est quelque chose qui parlera à un certain nombre de nos auditeurs aujourd'hui et peut-être aux plus jeunes qui sont souvent tout le temps en représentation sur les réseaux sociaux. On parle de TikTok, on parle d'Instagram. Toujours avoir l'air d'avoir une vie facile, parfaite, où tout va bien. Et en fait, le fait de lâcher son téléphone et en fait de pouvoir dire, vous m'excuserez, mais de pouvoir dire merde, c'est ce qui la libère. Elle se rend compte que être elle-même, ne plus avoir à paraître, ne plus avoir à être ce qu'on attend d'elle, ça lui permet à la fois de se trouver elle-même et de trouver une liberté et de retrouver cette liberté à laquelle on a tous droit. Et je pense que c'est ça. Je pense que une des grandes leçons de Black Mirror, c'est parfois être capable de dire merde à la technologie et de lâcher et de se retrouver, de savoir qui on est et de pouvoir profiter les uns des autres de manière plus physique, en présentiel, sans intermédiaire technologique et sans toujours avoir cure du regard des autres et de ce qu'on pense de nous. Puisque finalement la seule personne véritablement heureuse dans Nosedive tout au long de l'épisode, c'est le frère de la jeune fille, celui qui a de vrais amis, qui se fiche de sa note et qui essaie de vivre en étant, comme on dit en anglais, true to himself, c'est-à-dire fidèle à lui-même.
Merci beaucoup Julie Escurignan et François Alard-Huvert pour cette émission autour de Black Mirror. Et donc, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez fourni tous les deux une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Elle permettra d'approfondir un certain nombre de thématiques que vous avez abordées durant cette émission, autour principalement donc, de la technologie et parfois de ses méfaits dans la série Black Mirror. Alors, vous retrouvez aussi le résumé de l'émission comme toujours, sur notre partenaire nonfiction.fr avec les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast, sur YouTube et sur Spotify. N'oubliez pas aussi de nous suivre et de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, Twitter et le groupe Facebook Histoire en série. Merci beaucoup à tous les deux pour l'analyse de cette émission et à bientôt. Merci Nicolas, merci à tous. Merci, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strange reality.